Le vent se lève, une exposition d'œuvres de la collection du Magval. Cette exposition nous propose de nous pencher sur les relations entre l'humanité et la nature, nos rapports avec la Terre, la planète dont nous sommes nés, le sol qui nous porte, les éléments et les autres vivants qui l'habitent. Les relations diverses et contradictoires qui nous lient, le respect, la fascination, la convoitise, la curiosité, l'indifférence, l'oubli. Il y a dans ce parcours un fil rouge qui est la marche elle-même, cette activité éminemment humaine qui nous paraît si simple et commune que nous n'y faisons pas autant attention qu'il le faudrait. Ce fil, je le vois plutôt multicolore que rouge, versicolore, diapré et changeant, divers comme les propos des artistes réunis ici. Hommes et femmes de générations et d'origines variées, dont les voix singulières se répondent et provoquent des échos sans fin dans l'esprit des visiteurs. Nous sommes ici devant une œuvre de Pierre Malfait intitulée « L'arbre et le lierre ». On dirait un arbre. Il est fait de morceaux de bois assemblés par des vis, des boulons. On voit des câbles électriques qui alimentent des néons, des tubes fluo en forme de feuilles de lierre qui grimpent le long de l'arbre. On voit les câbles, on voit les transformateurs qui alimentent en haute tension. Les branches sont toutes tenues, toutes raides, toutes lisses. Cet arbre est tout seul, tout raide, dans sa lumière d'enseigne de pharmacie, immobile, silencieux, comme une fable, silencieux comme une fable sans morale, une jolie fable qui n'aurait rien à dire. Thomas Vinault, Bleu de travail. Le message. Le vent souffla dans les grands arbres. Toute une rumeur frémissante vint envahir la nuit. La jupe courte du peuplier se souleva dans l'obscurité. Le vieux tilleul gonfla le torse. Les pins ricanèrent. Les acacias titubèrent. Les lauriers propagèrent la rumeur jusqu'à la route. Les arbres se passaient le message du vent comme des chiens hurlant d'une lune à l'autre. Immobiles, les rongeurs et les insectes écoutaient. Les humains, comme à leur habitude, n'entendirent rien. Face à vous se trouve l'installation Fragment et sur votre gauche la vidéo Petrified qui ensemble forment une seule œuvre. Je m'appelle Ali Cheri, je suis artiste, vidéaste et artiste visuel, né à Beyrouth et je vis et travaille entre Paris et Beyrouth. C'est un dispositif muséal, une longue table lumineuse sur laquelle sont disposés des objets, des œuvres d'art, un crâne humain, un corbeau empaillé, sans étiquette. D'où viennent ces objets ? Depuis la nuit des temps, depuis l'origine de l'humanité, les vivants prennent soin des morts. Des rites, des règles visent à assigner à chacun sa place, à préserver la dignité des uns et des autres. Les rites sont divers. On enterre, on fait brûler, on embaume, suivant les sociétés. Chaque société a ses règles. Mais parfois, les tombes sont pillées pour récupérer les objets précieux qui sont dedans. Ou bien des archéologues, mus par le désir de savoir, ramènent les objets à la surface. Les objets qui étaient cachés sous terre sont ramenés au soleil. Ces objets, coupés de leur origine, comme les animaux dans les zoos, ont perdu leur sens. Thomas Bernard, sur la terre comme en enfer. Ta tombe est creusée dans le sud.
Ta mort soufflera dans le sud. Ton visage est déchiré par les chardons. Ta cruche est détruite par les oiseaux. Ta tombe est creusée dans le sud. Ta mort soufflera dans le sud. Ta vallée t'oubliera. Tu ne reviendras plus. Laure Prouveau, relique numéro 6. Encadré dans une boîte, placée à la verticale sur un mur, des coquilles d'œufs, des débris de téléphone portable, des débris végétaux, des feuilles, des graines, pris dans une résine bleutée, figée, comme une vaguelette, qui ne bougerait plus. À côté, un cartel qui donne des précisions spatiales et temporelles. Ça serait à Los Angeles, le 18 avril 2016. Et une phrase étrange qui raconte des circonstances, un événement improbable. A fish was seen eating a raspberry just before it crystallized. Avec ces quelques objets rassemblés en une image et quelques mots écrits à côté, Laure Prouveau nous propose une autre réalité, quelque chose comme un récit de science-fiction. Christophe Fiat, un nouveau culte. Relique déjà, comme si un nouveau culte avait vu le jour sans que l'on s'en aperçoive. Coquilles et téléphones cassés. Qui a bien pu laisser ça derrière lui? Si c'est un homme, tout va bien. L'histoire des saints ne fait que continuer dans ses petites convulsions patriarcales. Mais si c'est une femme, c'est étrange. À moins qu'elle ne soit une cyborg tout droit sortie du cerveau de Donna Haraway, hybride de vivant et de machine, dont l'image est ironique. A fish was been eating a raspberry just before it all crystallized. C'est comme ça que s'intitule cette œuvre. Ce qui veut dire en français, un poisson a été vu en train de manger une framboise juste avant que tout ne se cristallise. Agnès Varda, La mer immense et la petite mer immense. Une femme se promène sur la plage. Elle voit au loin à l'horizon un rayon de soleil qui passe entre les nuages et vient frapper au loin la surface de l'océan, comme un projecteur de théâtre. Elle prend son petit appareil photo, le lève, déclenche. Une fois, dit-elle, le temps est arrêté. Non, on n'arrête pas le temps. La photo est prise, l'image est faite. On y voit la plage, les nuages, le rayon de soleil qui frappe la surface et l'océan, la mer immense, qui ne tient pas sur une photo. Mais aussi grande soit la photo, l'océan est toujours plus grand. Mais Agnès Varda, en jouant avec les supports et les dimensions de l'image, nous montre que la mer immense est toujours immense, même sur une carte postale. Et puis, elle nous dit aussi d'ouvrir l'œil, de regarder. Jules Verne, 20 milieux sous les mers. Nous marchions sur un sable fin, uni, non ridé comme celui des plages qui conservent l'empreinte de la houle. Ce tapis éblouissant, véritable réflecteur, repoussait les rayons du soleil avec une surprenante intensité. De là, cette immense réverbération qui pénétrait toutes les molécules liquides. Serais-je cru si j'affirme qu'à cette profondeur de 30 pieds, j'y voyais comme en plein jour. Pendant un quart d'heure, je foulais ce sable ardent, semé d'une impalpable poussière de coquillages. La coque du Nautilus, dessinée comme un long écueil, disparaissait peu à peu. Mais son fanal, lorsque la nuit se serait faite au milieu des eaux, devait faciliter notre retour à bord en projetant ses rayons avec une netteté parfaite. Effet difficile à comprendre pour qui n'a vu que sur Terre ces nappes blanchâtres si vivement accusées. Là, la poussière dont l'air est saturé leur donne l'apparence d'un brouillard lumineux. Mais sur mer, comme sous mer,
Ces traits électriques se transmettent avec une incomparable pureté. Une œuvre de Charlotte Charbonnel, Paléomancie. Paléomancie est réalisée à partir de compas d'épaisseur. Ce sont des instruments qui servent dans différents corps de métier, surtout pour les potiers. C'est un compas qui n'est pas droit, qui est arrondi volontairement pour pouvoir prendre l'ouverture d'un col d'un pot et de le reproduire à l'identique. J'ai voulu réaliser une sculpture dont je ne connaissais pas la forme finale, en multipliant, en redessinant cette forme du compas d'épaisseur pour jouer sur sa taille et faire une sculpture qui viendrait rendre visible l'empreinte, de donner à voir une forme qui n'existe pas. C'est un instrument géant pour inventer comme des sculptures en négatif à l'intérieur de ce squelette. Roberto Juarros, 15e poésie verticale. La lumière filtrée par les nuages, les arbres, l'air et d'autres corps, mais plus encore filtrée par la pensée, reconstruit le projet du jour et fait du matin un protocole de souvenirs. Il y a beaucoup de lumière dans la lumière, beaucoup de jour dans le jour, et de zones dans le cristal de chacun. Mais la clé, c'est le tamis, la subtilité combinatoire, l'inventivité du hasard à tamiser les doses de transparence et à ajuster le sillage de reflets qui font de chaque heure un temps unique dans la monotonie prétendument niaise du temps. La lumière a toujours besoin d'intermédiaires, comme peut-être toutes les choses. Sans doute est-ce l'une des clés de la réalité. Il n'est pas de message direct. Tout est médiation, car ce qui est direct détruit. Qu'intercaler alors entre la rose et la lumière, entre la nuit et l'amour, entre un homme et la mort, entre la vie et ce matin transmué en souvenir? Que mettre entre ce qu'est une chose et cela qu'elle n'est pas, pour qu'elle puisse l'être? Comment tamiser la distance entre nous et l'absence pour trouver à la fin notre présence? Tatiana Trouvé, Desire Lines. En réponse à une commande de la ville de New York, d'une œuvre pour Central Park, Tatiana Trouvé nous propose cette œuvre monumentale. Sur ces 212 bobines que vous voyez là, sont enroulées des cordes qui matérialisent 212 chemins, 212 voyages à travers les allées de Central Park. Chacun de ces tourets porte une plaque métallique sur laquelle est précisé les coordonnées du sentier et une référence à un événement, une marche historique ou bien une œuvre d'art qui a un rapport avec la marche. On peut ainsi, en suivant ces fils d'Ariane, remisés pour mémoire, participer en pensée, on dirait maintenant en distanciel, à une marche pour les droits civiques de 1965, ou bien accompagner l'errance du bluesman Robert Johnson, ou les spéculations de Balzac dans sa théorie de la démarche. Roberto Juarros, 15e poésie verticale. Nous avons parfois l'obsession d'effacer nos traces pour que nul ne nous suive ou puisse vérifier qui nous suivons. Mais en outre, effacer les traces que nous avons laissées devant pour que nul ne précède nos pas ou puisse nous ravir le chemin. Et aussi effacer les traces sur lesquelles nous sommes arrêtés pour que nul ne découvre ce qui nous soutient et puisse nous laisser peut-être privés de sol. Peut-être même pourrons-nous alors atteindre aussi notre trace en l'air, pour que nul ne salisse notre auréole ou puisse nous accuser de nous couvrir la tête d'un chapeau exotique. Ainsi,
tandis que nous nous appliquons à effacer, cacher ou au moins brouiller nos traces, les oiseaux pourront passer à travers notre vide. Les oiseaux qui jamais ne se sont préoccupés de leurs traces. On sait que les stratégies du temps dévorent souvent le stratège, et aussi le temps lui-même. Reste parfois, comme une parodique broderie, quelques traces.